de reprise du débat. De Manicouagan. Monsieur le Président, fidèle à mon habitude, je vais détourner un peu le sujet à l'étude afin de diriger l'auditeur vers des pistes de solutions et vers des sentiers qui sont encore inexplorés. La tenue de ce débat d'urgence se prête bien à la mise en lumière de l'emprise réelle des produits pharmaceutiques dans notre société. L'état de privatisation généré, entre autres, par un élément fortuit, aura à tout le moins permis d'exposer des éléments de dépendance et de vulnérabilité sociale. Cette exposition contribue au climat de crainte alimenté par les mesures suppressives entrevues par les instances étatiques et s'attaquant à la prestation de services aux citoyens. Maintenant, Monsieur le Président, je formule le souhait que cette pénurie actuelle permette ou favorise une prise de conscience de la part du citoyen canadien face à la pharmacodépendance et face à l'abus des substances et des produits pharmaceutiques, parce que c'est une problématique qui est décriée et je pense que la conjoncture est bonne pour aborder ce type de problématique à l'heure actuelle. La surmédication constitue un problème d'importance au Canada. Elle a de graves conséquences sur la santé physique et mentale des patients, en plus d'être très préjudiciable au système de santé. Les admissions à l'hôpital attribuables aux réactions aux médicaments ou à l'interaction médicamenteuse sont très onéreuses, sans parler du coût des médicaments eux-mêmes. D'ailleurs, une de mes collègues m'indiquait qu'une problématique reliée à cette pénurie va surtout être éprouvée auprès des services en soins psychiatriques. Moi, dans ma pratique, vu que je suis avocat, je suis surtout criminaliste, mais j'ai fait quelques dossiers, plusieurs centaines de dossiers de garde en établissement. Et semble-t-il que la pénurie toucherait les anxiolytiques et les antidépresseurs et les anticonvulsivants. Donc, c'est une problématique à l'heure actuelle et je tenais à le mentionner, donc, que c'est les patients du système psychiatrique qui vont être le plus touchés à l'heure actuelle. Dans un autre ordre d'idées, cette rupture du cycle d'approvisionnement de produits pharmaceutiques coïncide étrangement avec les récentes révélations portant sur l'empreinte réelle de la narcodépendance au sein des communautés aborigènes au pays. Selon les chiffres dévoilés à l'ensemble de la population canadienne au cours des dernières semaines, des taux de dépendance à l'oxycontin, un oxycontin, c'est un antidouleur prescrit par ordonnance, des taux de dépendance à l'oxycontin frôlant les 70 % ont été recensés dans des communautés isolées. Maintenant, je fais référence aux informations qui sont apparues dans les médias concernant la communauté de Cat Lake. Maintenant, les dirigeants de cette communauté ont indiqué ce taux-là de dépendance. J'espère que ce sont bien sûr les adultes là, qui sont dépendants à 70 %. Je n'ai pas approfondi le sujet, mais c'est tout de même, ça a déjà été même mentionné en chambre et c'est venu à mon attention, donc je tenais encore là à le mentionner. Cette forte représentativité est à considérer selon une optique empreinte d'éléments liés à la délégation aveugle et à la distanciation étatique quant aux paramètres de gestion, de suivi et d'administration des drogues de prescription auprès de cellules sociales hermétiques. Je vais revenir tout à l'heure auprès de cellules sociales hermétiques. Je vais aussi parler de promiscuité telle qu'on la vit dans les communautés, c'est-à-dire la très grande proximité des gens et voilà. Donc, de cellules sociales hermétiques et de surcroît largement assurées sur le plan médical. Je vais aussi parler tout à l'heure de la couverture dont jouissent les citoyens aborigènes au pays. Le régime applicable aux Premières Nations canadiennes en vertu du programme des services de santé non assurés de Santé Canada couvre en effet un large éventail de médicaments d'ordonnance, incluant les médicaments à usage restreint. Lorsque je parle des médicaments à usage restreint, dans le jargon du milieu, on parle des downers et des uppers. Donc, les gens dans la communauté, ma communauté d'origine, font un assez grand usage de ces médications-là, souvent en dehors même de la posologie et de la prescription. Donc, je vais parler un peu de ma propre communauté. On a un service de dispensaire par chez moi qui s'appelle Wawichi, donc les services de santé qui gèrent aussi les services sociaux, donc la protection de la jeunesse. Et dans des communautés encore plus éloignées, ces services de santé gèrent ultimement la posologie et l'administration des médicaments sous ordonnance.
quand je disais que les aborigènes au pays sont couverts, donc jouissent d'une couverture très étendue pour toutes sortes de médications et souvent même les personnes âgées, je vais revenir tout à l'heure, mais les personnes âgées sont récipiendaires ou sont des clients et ont ce type de prescription et souvent même cette prescription est détournée par des gens de leur famille proche et je vais approfondir le sujet tout à l'heure. Le phénomène de surmédication de groupes ciblés, lorsque je vous disais les communautés aborigènes et les personnes âgées dans les communautés, justifie à lui seul un examen des priorités en matière de soins de santé tel qu'identifié par les instances décisionnelles au pays. L'on observe en effet un détournement institutionnalisé des patients présentant diverses afflictions vers des mesures faisant un usage extensif de la pharmacopée moderne. Loin de moi l'idée, Monsieur le Président, d'induire que l'industrie pharmaceutique faciliterait l'émission d'ordonnances envers une clientèle aborigène, mais ce type de raisonnement a encore là été porté à mon attention et c'est tout de même une thèse qui tient la route. C'est-à-dire que il y a des grands malaises qui sont vécus dans la communauté dans laquelle je suis issu, mais dans d'autres communautés Innu, et souvent les médecins sont impuissants à régler le mal humain et on pourrait à ce moment-là être tenté de surmédicamenter une personne qui présente des problématiques qui à leur face même pourraient sembler être une dépression, mais si on va un peu plus profondément, si on effectue des tests en profondeur, on voit que cette situation-là aurait pu être réglée par des mesures holistiques ou par des mesures qui font abstraction de l'administration aveugle de produits pharmaceutiques. Maintenant, je reviens au climat de promiscuité dans les communautés. Lorsque je disais que les personnes âgées, qui sont le plus souvent des consommateurs des produits d'opiacés, dont les oxycontins, ces personnes-là, le plus souvent, c'est des situations. Je ne dirais pas que c'est généralisé, mais on a déjà vu que cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils se font détourner tout simplement leur médication. Il y a des personnes qui sont bien au courant de l'effet des downers et vont s'arranger tout simplement pour détourner la médication des personnes âgées. C'est une problématique qui est décriée et les services sociaux pourront en attester. Donc, ultimement, la personne âgée va se retrouver avec un manque à gagner de plusieurs cachets à la fin de sa semaine et la jeunesse ou les personnes qui ont détourné vont tout simplement réduire le tout en poudre et l'inhaler ou je pense même que ça se fait en injection, mais le plus souvent, c'est de l'inhalation. Donc, vont détourner, peu importe la posologie, c'est simplement le high ou le down qui est recherché à ce moment-là. L'actuelle problématique d'approvisionnement associée aux accros assumés par l'entité corporative Sandoz illustre bien les aléas liés à une soudaine rupture du stock des produits pharmaceutiques ciblés au pays. Un expert de l'Université Simon Fraser exprimait dernièrement l'incidence d'une telle pénurie sur le tissu social canadien et l'ingérence certaine de cellules criminelles organisées. La hausse du prix sur le marché noir de produits pharmaceutiques ciblés, dont les upper et downer, notamment les opiacés, favoriseront une recrudescence marquée des activités criminelles reliées au trafic. Au final, souhaitons que cette situation de crise donne lieu à une réévaluation par les Canadiens de leur rapport aux produits pharmaceutiques, car l'abondance mène parfois à l'abus. Question et observation. La députée de Vancouver Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député d'avoir soulevé la question de la surmédication. C'est un enjeu très complexe dont il serait bon de débattre ici à la Chambre. Bon, le député est de la communauté Innu. Et nous savons que le gouvernement aime bien faire de la désinformation quand il le peut. Une collègue a dit que je ne connaissais pas la différence entre les compétences fédérales et provinciales. Eh bien, elle devrait connaître la différence entre les paroles sérieuses et le sarcasme, parce que c'est ce que je faisais. Je faisais du sarcasme. Je crois connaître la différence entre les compétences fédérales et provinciales. Et comme le
le député est de la communauté Innu. Ne croit-il pas que le gouvernement fédéral a la responsabilité fiduciaire d'assurer la santé des collectivités autochtones et qu'il devrait créer un système de rapport obligatoire? Car si la crise n'est pas résorbée, elle ne fera que s'aggraver. Pour sa question, juste un point d'information. Je ne viens pas d'une communauté inuit, c'est Innu. C'est tout près quand même, là, mais c'est, disons, 10 parallèles un peu plus bas. Maintenant, si je me suis attardé sur les notions de quiddité indienne, c'est parce que, bien entendu, c'est tout ce qui a trait aux communautés Innu et Inuit, incidemment, sont de matière fédérale, de compétences fédérales. Donc, je me suis donc donné la liberté d'élaborer un peu sur le sujet. Maintenant, la relation fiduciaire eut égard à l'administration des produits pharmaceutiques dans les communautés. Il ne faudrait pas non plus élargir le cadre de cette responsabilité fiduciaire-là à toutes les étapes de la vie d'un individu. Je pense que le libre arbitre s'applique pour tous les êtres humains et les communautés vont devoir se positionner. C'est un examen qui doit se faire à l'interne, mais bien entendu, le fait de ramener ce type de réflexion et va favoriser une prise en compte des tenants et aboutissants et ultimement d'une mobilisation au niveau local. Merci. Questions and comments? Questions, observations? Je m'excuse auprès de la secrétaire parlementaire. Oui, en effet, les députés peuvent poser une question de n'importe quel endroit pendant le débat d'urgence. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez donné l'occasion de faire un peu d'exercice. Voici ma question pour le député d'en face. Selon lui, sur quoi est-ce qu'on se concentre ce soir pendant le débat? Notre gouvernement a des responsabilités, notamment à l'égard des provinces et territoires qui assument les compétences en matière de santé. Le gouvernement fédéral, lui, approuve les médicaments notamment, mais ce soir, je ne sais pas si le député a voulu aborder le même sujet que nous. Merci, ma consoeur, de sa question. Et maintenant, vous avez de la difficulté puisque c'est la méthode aborigène d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'on y va de manière détournée. Et c'est une nouvelle voie ici au Parlement. Vous allez devoir vivre avec. Sincèrement désolé, mais c'est ainsi. Quelquefois, on apporte des éléments qui n'ont pas été portés à l'attention du public depuis les 500 dernières années, hein, quand même. Ça commence à compiler. Donc, vous allez devoir dealer avec cette situation. Et pour ce qui est de la quiddité fédérale en matière d'administration et ultimement de transport de la médication dans les régions éloignées, moi, je vais me consacrer entièrement à la cause aborigène, puisque c'est le seul domaine où je suis assez ferré. Donc, je vous dirais qu'il y a une responsabilité certaine du gouvernement fédéral à cet endroit, pour revenir toujours avec la relation fiduciaire. Maintenant, pour le reste du Canada, c'est quelque chose. Mais vous avez toute une crise sur les bras. Donc, je pense que vous êtes en position d'agir à l'heure actuelle et de mettre les mesures qui s'imposent afin de remédier à cette situation qui est fort problématique. Je vous soumets tout humblement. Je rappelle aux honorables députés qu'ils devraient diriger leurs questions et commentaires au président, pas directement à d'autres honorables députés. It being